Un système peut-il rester sûr, alors même que tout ce qu'il montre est faux? Quand Marc, analyste fraude dans une banque européenne, voit un compte professionnel perdre 480 000 €, sans qu'aucun nouvel appareil, aucune nouvelle IP n'apparaisse, il croit d'abord à un bug. Puis tout s'enchaîne. Marc vérifie les journaux. Même ordinateur, même navigateur, même ville. Le client était connecté, puis plus rien. Aucun clic sur nouveau bénéficiaire, aucun virement visible. Pourtant, l'argent a quitté le compte, découpé en 4 transferts parfaitement alignés sur les règles internes de la banque. Sur le papier, tout est conforme. Dans la salle silencieuse, Marc réalise que ce n'est pas une erreur, c'est une main invisible. 2 jours plus tard, un second dossier tombe sur le bureau de Marc. Un particulier très aisé, même banque en ligne, même schéma étrange. L'écran de connexion semble normal, les codes de sécurité ont été saisis correctement, les SMS d'authentification ont été envoyés, archivés, tout colle. Sauf un détail. Au moment où les virements partent, les journaux internes indiquent que la souris ne bouge plus depuis plusieurs minutes. D'après les rapports partagés en urgence avec un prestataire externe, cette même signature apparaît ailleurs en Europe, et un premier document circule déjà en parlant d'une opération baptisée High Roller, active depuis au moins 2011. Le motif se répète. Marc aligne les dossiers sur sa table. Il se force à rester froid. Au début, il se raconte une histoire simple. Des clients négligents, des mots de passe réutilisés, un mail piégé, un téléphone infecté. Des fraudeurs qui se connectent comme n'importe quel pirate, saisissent les coordonnées d'un complice et valident des virements en profitant d'un moment d'inattention. Cette hypothèse rassure Marc. Elle colle à des années de formation interne, à tous les bulletins reçus sur Zeus, Spy Eye, ces chevaux de Troie qui volaient des identifiants en masse. Les procédures juridiques sont prêtes pour ça, les fiches d'indemnisation aussi. Il suffirait d'améliorer les campagnes de sensibilisation, d'ajouter une étape de sécurité, de renforcer les mots de passe. Puis il tombe sur un écran de log qui ruine tout. Un virement de 90 000 € créé, validé et signé alors que le client, filmé par la caméra de son entreprise, était en réunion, loin de son poste. Le temps se fige un instant. La version suivante est plus technique, plus lourde. Marc imagine un attaquant à distance, assis derrière son clavier, qui prend le contrôle de la session via un accès à distance caché. Le malware attend que le client se connecte, puis un vrai humain, quelque part, clique à sa place. Il contourne les boîtes de dialogue, lit les SMS sur un téléphone compromis, s'adapte aux questions de sécurité. C'est long, mais possible. Des groupes de cybercriminels l'ont déjà fait, patiemment, sur des comptes d'entreprise. Dans les premiers rapports que Marc reçoit d'un partenaire, ce scénario semble tenir. On parle de vol d'identifiants, de prise de contrôle manuel, de groupes organisés qui pilotent des transferts depuis un centre d'opération. Tout bascule quand il découvre une suite de transactions où la souris ne bouge pas, où le clavier reste muet et où, pourtant, les écrans changent, les formulaires se remplissent, les étapes de sécurité s'enchaînent à une vitesse parfaitement régulière, sans la moindre hésitation. Ce n'est pas un humain qui clique, c'est un script. Alors Marc glisse vers une idée plus dérangeante. Il commence à voir la banque comme un théâtre de marionnettes. Les clients tapent leurs identifiants, leur code à usage unique, pensent valider un virement normal. Mais au-dessus, un système automatique, niché dans le navigateur, détourne chaque geste. Les pages s'affichent, mais le contenu est modifié à la volée. Les champs visibles ne sont plus ceux que la banque a envoyés. Des formulaires temporaires, des messages d'erreur en cours de traitement apparaissent. Dans cette hypothèse, l'authentification forte n'est plus une barrière, c'est une ressource. Le malware attend que Marc et sa banque fassent confiance au processus, puis utilise cette confiance comme carburant pour autre chose. Et le détail qui retourne tout ce qu'il vient de comprendre, c'est un log brut envoyé par un laboratoire de sécurité. Les montants vus par le client à l'écran ne correspondent pas à ceux effectivement transmis aux serveurs internes. Le théâtre dont il parlait n'est même pas dans les systèmes de la banque. Il est sur l'ordinateur du client. À partir de là, Marc n'a plus une enquête. Il a une fracture. Il lit les rapports techniques qu'on lui transfère. Il parle de modules d'injection web, capables de réécrire les pages bancaires au moment précis où elles s'affichent. De serveurs de commande cachés dans d'autres pays, qui envoient des scénarios complets,
Montant, IBAN, séquence de validation, découpage des transferts pour passer sous les radars. Tout est orchestré ailleurs. Sur les écrans de sa salle, les comptes compromis semblent propres. Pas de connexion suspecte, pas de nouvelles machines. Les empreintes d'appareils sont familières. Les tentatives de connexion échouées sont rares. Pourtant, des centaines de milliers d'euros s'échappent, parfois fractionnés en petits virements, parfois concentrés en un seul mouvement sec. Marc essaie d'agir. Il propose de bloquer systématiquement tout virement vers un nouveau bénéficiaire au-delà d'un certain montant. On lui répond que des entreprises importantes vivent de ces flux, que geler chaque opération déclenchera des plaintes, des ruptures de contrat, des alertes médiatiques. Les responsables lui demandent des preuves solides, des cas clairement reliés, identifiés, chiffrés. Mais ce qu'il a, ce sont des anomalies éparses. Des entreprises dans une région, des particuliers fortunés ailleurs, des institutions intermédiaires. Chaque cas pris isolément ressemble à une fraude classique. Ensemble, ils dessinent autre chose. Seulement ce « ensemble » ne figure dans aucun rapport officiel de sa banque. Il traverse des frontières, des systèmes, des régulations. Il se heurte surtout à une seule chose, la confiance aveugle que tout le monde a placée dans les couches de sécurité visibles. Les clients montrent leur SMS de confirmation, leur token physique, leur carte à code grattée. Ils disent « Regardez, j'ai suivi toutes vos consignes, j'ai vérifié l'URL, j'ai tapé le code reçu, j'ai contrôlé le montant. » Certains gardent dans leur portefeuille un petit lecteur de cartes plastiques qui leur fait mal rien qu'en le serrant. Une cliente serre tellement fort le sien dans le bureau de Marc que le bord rigide lui entaille la paume. Une goutte de sang tombe sur le formulaire de réclamation. Pour elle, pour eux, ces objets sont des boucliers. Pour Marc, ils deviennent des indices d'impuissance. Il examine les journaux d'authentification forte. Chaque code TAN saisi, chaque OTP reçu, chaque challenge passé est correct. Le système interne coche la case « Sécurité conforme ». Les contrôleurs internes se reposent sur ces cases. Les régulateurs aussi. Pendant ce temps, les attaquants ont déplacé le champ de bataille d'un cran. Ils ne cherchent plus à casser l'authentification. Ils la détournent. Le mur de Marc, c'est cette question à laquelle il ne sait plus répondre devant un client. Si je peux faire tout ce que vous me demandez, suivre toutes vos étapes, utiliser tous vos codes et perdre quand même tout mon argent, à quoi sert votre sécurité? Dans les réunions avec la direction, il voit les visages se tendre. On lui demande de ne pas évoquer de chiffres trop élevés tant qu'il n'y a pas d'estimation consolidée. Certains parlent de quelques dizaines de millions de tentatives, d'autres de centaines. Un rapport externe évoque même une fourchette allant jusqu'à plusieurs milliards possibles si tous les plafonds avaient été atteints. Personne ne veut prononcer ce nombre dans une note interne. Marc se retrouve coincé entre des captures d'écran d'injection web qui changent les IBAN à la volée et des procédures qui considèrent que tout ce qui est authentifié correctement est, par définition, légitime. Il essaie d'obtenir des journaux plus détaillés, des traces réseau plus fines, mais le vrai théâtre s'est joué sur les machines des clients, contaminées par des malwares qu'il ne contrôle pas. Les botnets qui pilotaient ces scripts ont été en partie démontés, déplacés, réinventés. Lorsqu'il parvient, via un partenaire, à voir un échantillon fonctionnel d'un de ces malwares, il réalise que tout ce qu'il pensait être une succession d'attaques individuelles n'était qu'un segment dans une chaîne industrielle. Et cette chaîne se nourrit surtout d'une seule chose, la certitude, partagée par la banque, les régulateurs et les clients, que l'authentification forte était la ligne d'arrivée. Le doute reste. Quand Marc échange enfin avec les équipes de McAfee et de Guardian Analytics, le consensus tombe en une phrase. iRoller n'a pas cassé les mots de passe. Il a contourné la logique même des sessions bancaires en les automatisant de bout en bout. Un chercheur nuance pourtant. Ce n'est pas un unique super gang, mais plusieurs cellules qui semblent avoir partagé une même plateforme technique, parfois maladroite, parfois presque élégante. Tous, en revanche, refusent de parler d'un échec total des banques. Et l'un d'eux lâche que ce qu'il redoute le plus n'est pas cette opération-là, mais la suivante. Celle où les mêmes techniques seraient combinées à des systèmes d'IA capables d'apprendre le comportement de chaque client en temps réel. Pendant des semaines, Marc relit le rapport complet sur ce que les chercheurs ont nommé « Opération iRoller ». Les schémas sont clairs. Des versions adaptées de Zeus, de SpyEye, un réseau de serveurs répartis dans plusieurs pays, une sélection automatique des comptes les plus intéressants, puis des transferts lancés sans qu'aucun humain n'ait besoin de cliquer sur « Valider ». Les scénarios se répètent. Une PME se connecte pour payer ses fournisseurs.
Un particulier fortuné vérifie son portefeuille d'investissement. Une institution financière interne transfère des fonds de trésorerie. Dans chaque cas, le même enchaînement. Le client s'authentifie, le système de la banque confirme, les écrans ont l'air familiers. Le malware attend ce moment précis. Il injecte un faux message. Votre opération est en cours de traitement, merci de patienter. Pendant que le client regarde cette phrase immobile, une transaction différente, parfois découpée en plusieurs virements, est en train d'être créée et validée dans l'ombre. Marc réalise que ce qu'il croyait vrai depuis le début est mort. Il pensait que la sécurisation du système bancaire était un problème de périmètre. Construire des murs plus hauts, ajouter des portes plus solides, vérifier plus fort, plus souvent. Il s'était bâti une conviction simple. Si l'utilisateur et la banque voient la même chose, au même moment, alors la transaction est digne de confiance. High Roller lui arrache cette illusion. Les attaquants n'ont pas forcé la porte, ils ont changé ce que l'utilisateur voyait de la porte. Ils ont déplacé le point de rupture dans le navigateur, dans une zone grise où ni la banque ni le client n'ont de visibilité réelle. Tout ce qui se passe entre la saisie d'un code SMS et la confirmation affichée peut être réécrit, retourné, dédoublé. Et les systèmes internes, eux, ne voient que des commandes bien formées, validées avec des identifiants parfaitement légitimes. Ce qu'ils découvrent à la place est plus étroit, plus sombre. Il n'y a pas de rempart ultime. Les mécanismes d'authentification fortes, les SMS, les tokens, la détection en temps réel, tout cela constitue seulement une couche dans une lutte permanente où la moindre habitude devient prévisible, où chaque processus figé est une cible. Les chiffres qu'il lit dans le rapport, des tentatives qui pourraient aller de dizaines de millions à des montants proches de 2 milliards de dollars, ne sont pas une exception. Ils sont la preuve d'un seuil franchi. Dans la dernière réunion sur le sujet, un dirigeant lui demande s'il pense que l'opération High Roller est terminée. Marc répond que la plateforme a peut-être changé de nom, que certains serveurs C2 sont éteints, que des variantes de malware ont été démantelées. Mais il sait que les idées, elles, circulent encore. Les scripts d'automatisation, la sélection de comptes à haute valeur, le fractionnement intelligent, tout cela a déjà été repris ailleurs, sous d'autres bannières, dans d'autres rapports qu'il lit désormais avec une méfiance différente. Le soir, seul devant son propre écran de banque en ligne, il observe chaque détail. Le moindre message « Merci de patienter » lui semble suspect. Un léger décalage dans le temps d'affichage d'une page le fait hésiter. Il sait que son ordinateur est protégé, mis à jour, surveillé. Il sait aussi que des entreprises entières, des institutions, des particuliers tout aussi prudents ont servi de matière première à une opération industrielle qui n'avait même pas besoin de les regarder. Alors il se surprend à se poser une question brutale, sans trouver de réponse satisfaisante. Si même lorsque tout est correct sur l'écran, l'argent peut partir ailleurs, comment être sûr, ne serait-ce qu'une seule fois, que le bouton « Valider » fait encore ce qu'il prétend faire? Rien ne répond. Sur le bureau de Marc, un petit token noir clignote d'une lumière verte régulière. L'écran de son ordinateur affiche un simple formulaire de virement, avec un champ montant vide et un IBAN partiellement masqué. Sa main reste en suspens au-dessus de la souris, doigts crispés, sans oser descendre vers le clic. Au fond de la pièce, le téléphone posé sur la table vibre une fois, très brièvement, sans que personne ne le consulte. Le formulaire reste immobile.